Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous proposer une nouvelle vidéo. Dans celle-ci, j'aimerais vous présenter tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque au mois d'avril. Vous allez voir, il y en a 16 en tout. Heureusement, ce ne sont pas tous des achats. Il y a eu pas mal de services presse au mois d'avril, quelques trocs, j'ai récupéré quelques livres à la bibliothèque et j'en ai quand même acheté quelques-uns également. Je commence par vous présenter les services presse. Il y en a 6. Comme tous les ans, depuis quelques années, je me dis, cette année, tu réduis les services presse, tu dis non aux auteurs-éditeurs qui te contactent par mail. Et en fait, je ne sais pas dire non. Alors j'en refuse, hein, évidemment, mais j'avoue que la plupart du temps, je dis oui quand même. Et je me retrouve avec des piles de livres à lire de façon urgente. Au final, j'en ai tellement que je me noie. Aujourd'hui, je suis à 17 livres dans ma pile à lire urgente, donc dans ma pile de service presse. Certains attendent depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis quelques mois, et un ou deux attendent depuis au moins un an. C'est la honte, il faut que j'arrête d'accepter les services presse. Donc je remercie vraiment les auteurs et les éditeurs qui me font confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux. Mais il faut que j'apprenne à dire non, même si vos propositions sont très alléchantes, même si ça me fait super plaisir de découvrir des livres en avant-première. Mais il y a un moment où il faut que j'apprenne à réduire, puisque à côté de ça, je suis quand même une acheteuse assez compulsive. Je fais pas mal de trocs aussi, et ça fait longtemps que j'ai pas fait un inventaire de ma bibliothèque. Je pense qu'on a atteint les 1600-1700 livres dans mon T1 bis. Mais en gros, sur les 1600-1700 bouquins, j'en ai au moins 700 que je n'ai pas lus. Donc dans les 700, j'incorpore les BD et les mangas. Il y en a quand même beaucoup que je n'ai pas encore ouvert. Mais quand même, même si j'enlève ça, on va dire ça fait une centaine, il me reste quand même 600 romans que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque. Voilà, je me rends compte au fil des mois quand je fais des bilans, ce qui est plutôt pas mal pour faire des stats. J'aime bien faire des stats. Ouais, je me rends compte que sur par exemple 8 romans lus dans le mois, il y en a parfois plus de la moitié qui sont des services presse, qui sont des livres que j'ai reçus gracieusement. Je remercie encore les auteurs et les éditeurs. Mais en attendant, ça veut dire qu'il y en a peut-être que 2 ou 3 sur les 8 qui sortent de ma pile à moi personnelle, qui sortent de cette pile de livres que j'ai acheté avec mes sous. Et comme j'achète très souvent, trop souvent, voilà, ça va pas, j'arrive pas à équilibrer, il faut que j'apprenne à dire non aux auteurs éditeurs. Bon, continuez quand même à me proposer certains livres parce que je suis toujours très heureuse d'en découvrir. C'est super sympa, super motivant de voir que le travail effectué sur le blog et sur la chaîne YouTube continue à plaire au fil des années. Mais voilà, c'est à moi de faire une meilleure sélection. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde, pour moi et pour les auteurs éditeurs qui comme ça n'ont plus à attendre 6 mois avant que je fasse une chronique sur le blog ou sur la chaîne YouTube. Voilà, donc je commence directement avec les services presse, il y en a 6. J'ai reçu de la part de Nathan le 3e et dernier tome de la saga Sœur Sorcière de Jessica Spotswood. Alors, Sœur Sorcière, c'est une saga qui parle de sorcières, évidemment. Elles sont trois sœurs. Kate, Maura et Tess. Donc Kate, c'est la principale, c'est la deuxième... Non, n'importe quoi, c'est l'aînée. C'est elle qui nous parle, c'est écrit de son point de vue à elle. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes puisque Kate c'est une héroïne qui m'a touchée, pour laquelle j'ai eu beaucoup d'empathie. C'est pas une super héroïne mais c'est pas non plus une héroïne insupportable, elle est très humaine, très réfléchie, très mature. J'aime beaucoup ce genre d'héroïne là, donc elle m'avait plu. En gros, c'est un monde un petit peu revisité. Dans ce monde-là, vous avez des sorcières qui doivent se cacher puisqu'il y a eu une espèce de grosse inquisition quelques dizaines d'années ou siècles avant le début de cette histoire-là, je ne me souviens plus exactement. Et donc les femmes qui ont des pouvoirs doivent se cacher. Évidemment, les 3 sœurs ont des pouvoirs et on le comprend dès le premier tome, elles font partie d'une prophétie un petit peu particulière qui va leur attirer pas mal d'ennuis. Il va y avoir beaucoup d'obstacles sur leur chemin. Et notamment Kate qui va être en conflit
avec sa sœur cadette Mora qui a un tempérament de feu, qui est très jalouse. Il va y avoir beaucoup de mésententes entre les sœurs alors qu'elles devraient se serrer les coudes justement. Voilà, c'est pas facile le quotidien d'une sorcière dans ce monde-là. Et j'ai très hâte de découvrir la suite et fin de cette trilogie. On terminait le deuxième tome avec un choc. C'était très, très violent quand même comme révélation. Et là je me demande comment l'auteur va dénouer cette intrigue. Ensuite j'ai reçu La fille de Belle de Sophie Audouin-Mamikonian aux éditions La Martinière Jeunesse. Donc de l'auteur, j'ai lu le premier tome de la série Tara Duncan, qui est justement lié à ce nouveau roman. Premier tome que j'avais trouvé assez brouillon. Il y avait plein de bonnes idées, pas mal d'humour, mais sur un tome de 400 pages, c'était vraiment trop. C'était too much. Il y avait vraiment trop d'informations, c'était embrouillé, des intrigues qui partaient dans tous les sens, beaucoup d'humour, mais peut-être un petit peu trop finalement, c'était un petit peu lourd. Donc au final, j'avais été contente de découvrir cette saga Tara Duncan qui a énormément de succès en France puisqu'elle a été adaptée en dessin animé. J'avais été ravie de découvrir ce premier tome, mais pas au point de lire la suite, et d'ailleurs je pense que j'ai troqué le premier tome et je lirai pas la suite. En même temps, quand la Martinière Jeunesse m'a proposé ce spin-off, je pense qu'on peut dire ça comme ça, le pitch m'a plus parlé, j'ai trouvé ça peut-être un peu plus mature, un peu plus cadré, je sais pas si je peux dire ça comme ça, et donc ça m'a intriguée. Et j'espère que je vais pas retrouver les mêmes bémols que dans ma lecture de Tara Duncan. En même temps, de Sophie Audouin-Mamikonian, j'ai aussi lu le premier tome de La couleur de l'âme des anges, tant que je le retrouve dans la bibliothèque qui est tout là-bas, mais je pense que vous ne le voyez pas. Dans la collection R, c'était d'ailleurs le tout premier titre publié par la collection R il y a quelques années. Premier tome d'une saga qui n'a pas de suite pour le moment, j'espère que ça arrivera un jour puisque j'avais quand même bien aimé ce premier tome qui était plus young adulte que jeunesse, un peu plus travaillé que Tara Duncan et j'avais bien apprécié quand même l'univers mis en place par Sophie Audouin-Mamikonian puisque là on était plutôt dans l'univers des anges. Voilà, donc j'espère que La fille de Belle sera un savant mélange entre l'originalité et le monde ultra riche de Tara Duncan, mais le côté un peu plus posé, un peu plus mature de La couleur de l'âme des anges, décidément je peux y arriver, qui avait été publié dans la collection R. Ensuite, j'ai reçu aux éditions Baudelaire, qui est une maison d'édition lyonnaise, le livre de Jacques Brunier qui s'appelle Lyon, des histoires pas comme les autres. Donc comme je vis à Lyon, on m'a proposé ce recueil de faits divers, de petites anecdotes concernant la ville de Lyon. Donc même si ça fait 10 ans que je vis ici, 10 ans je crois, ouais 10 ans, c'est le coup de vieux, ça fait 10 ans, oui. Après le bac, je suis arrivée, ouais, j'avais 17 ans et demi quand je suis arrivée là. Voilà, donc ça fait 10 ans que je suis à Lyon. J'aime beaucoup cette ville, même si je préfère la campagne, mais il fait bon vivre à Lyon et malheureusement, malgré toutes ces années ici, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je ne connais pas de la ville, il y a beaucoup d'anecdotes et de petites histoires dont je n'ai pas du tout connaissance. Et ça va être un bon moyen, à mon avis, d'en apprendre plus. Voilà, donc je remercie les éditions Baudelaire d'avoir pensé à moi à cette occasion. Ensuite, grâce à une opération spéciale de Babelio, j'ai reçu Dark Eden de Chris Beckett aux éditions Presse de la Cité. Donc je remercie à la fois Babelio et les éditions Presse de la Cité pour cet envoi que j'ai lu et que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est de la science-fiction. On se retrouve sur une planète en dehors du système solaire, ou très très loin dans le système solaire. En fait, c'est une expédition qui a mal tourné. Je pense qu'au départ, ils étaient 5. Au final, il y en a 3 qui sont repartis dans le vaisseau spatial. 2 qui restent sur la planète, un homme et une femme, et qui vont repeupler la planète. C'est un petit peu les Adam et Ève, et justement, ils appellent cette planète l'Éden. Et donc, on entre dans ce livre 160 ans plus tard, environ, des 2
terriens arrivés sur la planète, on en est maintenant à plus de 500 personnes. Donc évidemment, vous imaginez bien que comme ils se sont reproduits les uns avec les autres, il y a pas mal de consanguinité, il y en a qui ont des têtes de rat, il y en a qui ont les pieds griffus, on les appelle comme ça d'ailleurs. Hein. Ils sont humains, mais en même temps, on dirait un petit peu des hommes préhistoriques dans certaines façons de faire et certaines façons d'être. En gros, ils essayent de copier ce qu'on a fait sur Terre, mais avec les moyens du bord, puisque sur la planète Eden, déjà il n'y a pas de soleil, la lumière vient de la planète elle-même, puisque la faune et la flore sont luminescents. Les animaux par exemple ont des antennes avec une loupiote au bout, comme les poissons des abysses, des très grandes profondeurs des océans. Les arbres ont des petites loupiotes aussi, on dirait un petit peu... comment ça s'appelle? Les vers luisants. Voilà, donc on dirait qu'il y a un petit peu des vers luisants partout. Donc le peuple, cette nouvelle colonie terrienne s'adapte un petit peu à cet univers-là, tout en gardant des reliques de la planète Terre. Ils ont fait des maquettes, des maisons, des voitures. En fait, ils ne rêvent que d'une chose, retourner sur la planète Terre. Ils ne rêvent que de ça, que de s'enfuir d'Éden. Et donc ils restent sur place, ils restent dans le cercle très proche de là où le vaisseau avait atterri, et ils ne veulent absolument pas s'éloigner de ce point-là, au cas où il y ait des terriens qui arrivent pour les sauver. Sauf que ça fait quand même 160 ans qu'ils attendent, et il faudrait peut-être bouger un petit peu, puisque malheureusement, à force de se reproduire et de rester dans le même coin étriqué, il n'y a plus rien à manger. Donc plus ça va, plus ils doivent aller loin pour chasser, et plus ça va, plus ils développent un petit peu les idées, puisque au début ils ne mangeaient que de la viande, de je ne sais plus comment ils ont baptisé les animaux, et puis au final ils commencent à manger des racines, ils commencent à manger des bestioles qu'ils n'auraient jamais mangées au début, puisqu'ils n'ont plus rien à manger. Et évidemment, il y a un petit jeune qui a une quinzaine d'années, qui lui, il s'appelle John, Lampion Rouge, lui il en a marre. Il est conscient qu'il faut mettre un bon coup de pied dans la fourmilière pour faire bouger les choses, même si tout le monde est contre lui. Pour lui, la solution, c'est d'aller de l'autre côté de la montagne pour trouver une nouvelle vallée qui sera beaucoup plus grande et où il y aura de nouvelles choses à manger. Voilà. Pour lui, il faut partir à l'aventure, il faut partir en exploration. Et évidemment, il va se faire beaucoup d'ennemis sur cette planète. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette histoire, c'est qu'on se rend compte, c'est quand même, c'est assez triste mine de rien, c'est que même si on est sur une nouvelle planète, même si on recommence tout à zéro, au final, tous les travers, toutes les erreurs qu'ont pu faire les êtres humains sur notre planète Terre se reproduisent sur une planète complètement vierge de tout. Voilà, donc l'être humain, où qu'il soit, quelles que soient les conditions, il refait les mêmes erreurs, il est à nouveau violent, il en arrive au meurtre, voilà. C'est assez triste finalement, mais en même temps, j'ai trouvé la réflexion assez intelligente, assez intéressante. La chute est pas forcément très originale, on pouvait s'en douter, en tout cas moi je m'en doutais, et je pense qu'on est plusieurs à s'en douter, à s'en être douté. Mais ce qui est important, je pense, c'est le cheminement jusqu'au dénouement de ce roman. Voilà, donc de la bonne SF, bien écrite, bien pensée. Ça part de base finalement pas extraordinaire, pas complètement original, mais je trouve que c'est bien construit et c'est très immersif. On s'imagine vraiment bien dès les premières pages, dès les premières lignes, on est vraiment catapulté sur cet Éden. Et on a pas mal d'images qui se créent dans notre esprit à la lecture de ce roman. Et j'aime bien quand ça se passe comme ça, quand je lis un bouquin, d'être complètement immergée dans l'histoire. Ensuite, cette fois pour une des dernières opérations masse critique de Babelio, encore Babelio, j'ai reçu Conte du Grenier de Emmanuel et Benoît de Saint-Chamas aux éditions du Jasmin, et c'est illustré par Éric Puybarré. Donc en fait, quand j'ai demandé ce livre, parmi d'autres, j'avais coché celui-ci, je pensais que c'était un album illustré,
Et en fait quand je l'ai reçu, j'étais un petit peu déçue, je dois bien l'avouer, puisqu'il y a quelques illustrations en noir et blanc, mais elles sont pas très nombreuses. Voilà, il y en a quelques-unes, mais vous voyez, pas plus que ça. Les en-têtes de chapitres sont décorées. Mais bon, moi je m'attendais vraiment à un vrai album avec avec plus d'images que de texte. En gros, voilà, c'est ça. Vous voyez, comme j'ai sorti le loup au premier, ouais, je m'attendais à ça. Donc j'étais un petit peu déçue au départ. Et puis, finalement, je me suis plongée dedans hier, puisqu'en fait il me reste plus que 3 jours pour rendre ma chronique. Je suis toujours très en retard. Donc je me suis plongée dedans hier et j'ai adoré. Je crois que c'est le premier coup de cœur de l'année 2015, donc on est au mois de mai, il était temps. Je deviens de plus en plus exigeante au fil des années. J'ai fait de très bonnes lectures depuis le mois de janvier, mais j'avais pas de livre qui m'a fait dire waouh, c'est trop bien. Et là, franchement, j'ai dévoré. Donc c'est très court, ça fait une centaine de pages. Il y a 7 petits contes en tout, avec des petits interludes entre chacun, et c'est vachement bien. Donc le pitch de départ, c'est 2 enfants, un frère et une sœur, qui sont chez leur grande-tante, Anna, et qui vont visiter le grenier de cette grande-tante. Et en fait, elle est un petit peu particulière, cette tata, puisqu'elle a des pouvoirs. Quand elle touche un objet, elle connaît immédiatement l'histoire de cet objet-là. Donc en fait, les enfants, par cette fois, vont amener 7 objets différents à leur tante, et on va avoir l'histoire de ces 7 objets-là. 7 objets-là. Et c'est vraiment des contes typiques avec des rois, des princesses. Mais en même temps, c'est pas du tout vieillot, c'est hyper moderne. Il y a énormément de références à la culture actuelle. Harry Potter, Star Wars, Le Seigneur des Anneaux. Plein de références. On a par exemple l'anneau de Frodon. Qu'est-ce qu'on a, le casque de Dark Vador. Enfin, les enfants vont aller de pièce en pièce dans le grenier, puisque le grenier a plein de pièces en enfilade, et ils vont nous raconter un peu ce qu'ils voient, et on tombe sur tout et n'importe quoi. Il y a énormément de jeux de mots. Par exemple, ils vont tomber sur une boîte qui contient tous les points. Donc les points sur les i, les points d'interrogation, c'est plein de jeux de mots. C'est super marrant. Je pense que ça peut plaire à la fois aux adultes comme moi, qui ont une âme d'enfant, et aux petits. Je pense qu'à partir de 8 ans, c'est abordable, soit pour que les parents fassent la lecture le soir, donc ça peut être 7 soirs de suite, puisqu'il y a 7 contes et ils sont assez courts, soit pour une première lecture seule. À mon avis, ça peut très bien passer, il n'y a pas de vocabulaire très difficile, et quand il y a des mots un peu particuliers, les auteurs expliquent. Voilà, donc j'ai passé un super bon moment, j'ai vachement aimé, voilà, j'ai adoré ces contes. Super bien écrit, c'est amusant, c'est plein de références, bref, j'adore. Et franchement, merci à Babelio et aux éditions du Jasmin pour cette découverte, puisque si je partais sur une petite déception au départ, parce que le format du livre n'était pas celui que j'attendais, alors là je suis complètement sous le charme. Enfin, dernier livre que j'ai reçu en service presse de la part des éditions de Noël cette fois, il s'agit de Jour de feu de René Barjavel. Donc évidemment c'est une réédition d'un texte de l'auteur, puisque l'auteur, je vous le rappelle, est mort en 85, donc c'est pas un texte posthume, il l'avait publié de son vivant. Et là il y a une petite réédition en format pas poche, mais un tout petit peu plus gros, mi-poche. C'est un des rares de Barjavel que je n'ai pas encore lu, et je pense que je ne l'ai même pas dans ma collection. Donc j'étais super contente quand j'ai vu qu'il était prévu dans les futures publications des éditions de Noël. J'ai vraiment très hâte de découvrir Barjavel dans un inédit, puisqu'en ce moment je relis du Barjavel avec du Kaléidoscope en lecture commune, mais c'est surtout des livres que j'ai déjà lus moi et que j'ai aimé et que je veux lui faire découvrir, donc ce sont des relectures. Là ce sera vraiment une découverte complètement inédite, et j'ai hâte de voir ce que nous réserve Barjavel dans celui-là, Jour de feu. J'ai aucune idée de l'histoire de base. Une histoire tragique toujours présente en tout lieu et en tout temps. Je pense que c'est une transposition de l'histoire de Judas, de Pilate, de Ponce Pilate, tout ça, transposé dans le village de Collioure, au XXe siècle, a priori. Donc j'en sais pas plus, je ne sais pas du tout sur quoi je vais tomber, mais je fais confiance à Barjavel. De toute façon, je pense qu'il m'a jamais déçu pratiquement. J'aime toujours sa plume, quelle que soit l'intrigue derrière.
Voilà pour les services presse. Ensuite, j'ai quand même fait quelques petits achats. Je me suis laissée tenter par le boudoir aux souvenirs de Cécile Guillot chez The Book Edition. Donc en fait, The Book Edition, c'est le principe du site internet où vous commandez le livre et il part en fabrication au moment où vous le commandez. Donc c'est vraiment un tout petit recueil, puisqu'il ne fait que 33 pages de texte avec quelques images à la fin, quelques photos. Hop, je vous montre ça. Voilà. Donc c'est vraiment tout petit. Alors je me doutais que ça allait être petit, mais aussi petit que ça, c'est vrai que je suis un petit peu surprise. Mais bon, j'aime beaucoup ce que fait Cécile Guillot, j'ai pratiquement tous les livres qu'elle a publiés au Chat Noir et en auto-édition. Donc il me manquait celui-ci. C'est une nouvelle fantastique qui parle de mode et c'est disponible sur The Book Edition, je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Ensuite j'ai acheté chez France Loisirs Morwena de Jo Walton. Je l'ai pris parce que je l'avais lu il y a quelques mois, c'est un collègue qui me l'avait prêté. J'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque et quand j'ai vu qu'il était disponible à moins de 10 € dans la collection poche de France Loisirs, bah, j'en ai profité pour pouvoir l'ajouter dans ma bibliothèque. Donc pour vous raconter très rapidement de quoi ça parle, Morwena, c'est une jeune fille qui vit au Pays de Galles et en fait elle a la particularité de voir les petites fées. Et elle est très fan de littérature, elle dévore 2-3 livres par jour, puisqu'elle a un handicap physique qui l'empêche de pratiquer les activités sportives de son école. Donc pendant que les autres vont faire du sport, elle est à la bibliothèque et elle lit. Donc il y a énormément de références, c'est un journal intime, il y a énormément de références à tous les livres qu'elle peut dévorer. C'est parfois un petit peu trop catalogue, mais en même temps ça donne pas mal de références. Et en fait je me rends compte que dans les classiques de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction, j'en ai pas lu beaucoup. Donc j'ai beaucoup de retard à rattraper. Voilà, et puis bah, c'est aussi le journal intime d'une adolescente qui va se faire des amis dans sa nouvelle école. Voilà en gros, avec fond de petites fées du Pays de Galles derrière. Deuxième achat chez France Loisirs, j'ai pris la deuxième intégrale du Trône de Fer de George R.R. Martin, pour ceux qui ne connaissent pas. À mon avis, il n'y en a pas beaucoup. Je n'ai pas encore lu la première intégrale et je n'ai pas encore vu la série. Enfin, j'ai vu les 2 ou 3 premiers épisodes et en fait je me suis arrêtée. Pas que ça me plaisait pas, j'étais curieuse de lire la suite, même si je trouve ça quand même un peu gore, beaucoup de sexe et beaucoup de violence, mais bon, l'histoire derrière l'intrigue a l'air quand même très bien. Mais je me suis arrêtée puisque je me suis dit que je regarderais la série correctement quand j'aurai lu tous les bouquins. Et en fait, je me suis dit que je lirais les bouquins quand la série serait terminée, enfin, quand Martin aurait terminé d'écrire toute la saga, puisque je ne voudrais pas commencer à lire une saga si l'auteur meurt et qu'on n'a jamais la fin. Ça m'embêterait beaucoup. Donc en attendant, je les achète, parce que je me dis que de toute façon je les lirai un jour ou l'autre, donc c'est jamais perdu. Donc pour les achats, c'est tout. J'étais très raisonnable. Non, c'est pas vrai, c'est pas tout, en fait. Je me rends compte, c'était pas trié. J'ai profité de l'opération des 48 heures de la BD pour m'acheter 2 bandes dessinées. J'ai bien failli ne repartir qu'avec une seule, puisque la libraire chez qui nous sommes allés avec mes collègues entre midi et 2, un jour de boulot, était tout à fait désagréable. Ça la faisait royalement chier, pour être poli, de faire cette opération-là. En tout cas, elle n'avait pas envie de nous servir. Quand on lui a dit qu'on était là pour ça, elle faisait clairement la gueule. Elle nous a sorti juste un petit tas, même pas toute la sélection, elle nous a juste proposé une dizaine de BD et encore, enfin vraiment, voilà, fallait choisir là-dedans, et puis c'était un par personne. J'ai trouvé ça moyen. Si elle avait pas envie de faire l'opération, elle la faisait pas, et puis voilà, c'est tout. Mais bon, j'ai réussi à prendre, moi, à 1 € le premier tome de Princesse Sarah, de Alouette, Moretti et Boccato. Alors je sais plus qui est le scénariste, plus qui est le dessinateur. Et la coloriste, en fait c'est que des femmes, je me rends compte. Voilà, donc scénario c'est Audrey Alouette, dessin c'est Nora Moretti et les couleurs Claudia Boccato. C'est chez Soleil Blackberry.
Princesse Sarah, je pense que tout le monde connaît puisque c'est un célèbre livre pour enfants du 19e siècle ou du tout début du 20e siècle à la base, qui s'appelle Petite Princesse et c'est de Frances Hodgson Burnett. J'ai une petite aide, il est juste là. Et vous connaissez peut-être plutôt le dessin animé qui avait été fait et qui passait sur la 5 quand j'étais plus jeune et qui est très triste. Donc la petite princesse, en gros elle est très riche au début mais son père part aux Indes et il meurt là-bas donc elle devient orpheline. Et dans le pensionnat où elle était la petite princesse au départ, bah, elle devient un petit peu l'esclave. Et c'est pas drôle du tout. Voilà, mais ça finit bien. Et donc là apparemment la BD c'est un petit peu une transposition de cette histoire-là. J'aime bien les dessins, mais par contre je sais pas du tout comment ils ont pu transposer cette courte histoire sur je ne sais pas combien de tomes. Je sais pas combien il y en a qui sont sortis, il y en a 6 ou 7 au moins, et je sais même pas si c'est terminé. Donc je sais pas vraiment comment ils ont fait pour que ça dure aussi longtemps. 7. Et en plus j'ai l'impression que dans le 7e tome, où à mon avis vous allez rien voir du tout, mais elles sont adolescentes les petites. Même avant d'ailleurs. Elles sont adolescentes bien avant en fait. Ou alors elles sont adolescentes du départ. Parce que c'est vrai qu'elle fait pas très petite. Normalement c'est une petite fille. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils ont transposé ça. Mais ça m'intrigue et j'ai vu que de très très bons avis sur la blogosphère sur cette BD là. J'espère que ça me plaira. Et si ça me plaît, bah, je suis partie pour une nouvelle série. Il va falloir que je trouve les autres tomes. Voilà. La deuxième BD que j'ai réussi à avoir ce jour-là, grâce à ma collègue qui n'a rien pris et qui l'a pris pour moi, c'est le premier tome de Château Bordeaux de Corbeyran et Espé chez Glénat. Donc, bah, j'étais pas très tentée par celle-ci au départ. Mais bon, comme elle était à 1 €, je me suis dit que je risquais pas grand chose. Et puis j'aime assez les dessins. Pour le coup, ça a l'air plus adulte, ça parle de vin. Ça parle de vin. Bon, je bois pas de vin alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais à voir. J'imagine que ça se passe en France. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle et si ça va me plaire, mais justement, c'est l'occasion de découvrir et c'est un petit peu ça. C'est un petit peu à ça que sert l'opération les 48 heures de la BD en plus de faire une bonne action. Voilà, donc cette fois c'est terminé pour les achats. J'ai ensuite fait un troc avec Mi-Ange Mi-Démon, je crois. J'espère que je dis pas de bêtises. Et donc on a troqué toutes les deux, je ne sais plus ce que je lui ai envoyé. Moi elle m'a envoyé 2 titres. Le premier c'est Cœur de Highlander, c'est un tome 1, de Demi McGowan aux éditions Rebelle. J'avais vu cette sortie il y a quelques mois, au moment de la sortie justement, c'était en 2014 je pense, ouais c'est ça, 2014, mais début 2014, mais j'étais un peu sceptique, réticente, j'irais peut-être pas jusqu'à réticente, mais un peu sceptique, parce que moi les romances historiques qui se passent en Écosse, ça me tente à la base. L'Écosse, ouais, c'est un contexte qui me tente beaucoup. Romance historique, bon, oui, pourquoi pas. Mais concrètement, les romances historiques en Irlande ou en Écosse que j'ai pu lire, j'ai l'image de Harlequin très mauvais. Généralement, c'est très mauvais. Enfin, je trouve ça très mauvais. C'est pas très bien écrit, historiquement, ça a aucune crédibilité. Les histoires d'amour, c'est une catastrophe puisqu'on se retrouve toujours avec un macho et une dinde complètement naïve et soumise, ce que je ne supporte pas dans les romances, que ce soit historiques ou contemporaines d'ailleurs. Voilà, la place de la femme dans ces histoires-là, ça m'horripile, ça m'exaspère, ça me rend même triste que ce soit des centaines, des milliers de lectrices qui lisent ça et qui adorent ça, alors que les nanas dans ces histoires, ce sont des serpillières. Et ça m'énerve. Donc je suis toujours très réticente de lire des romances historiques. Mais les éditions Rebelles, pour le moment j'ai lu que des choses plutôt bonnes chez eux. C'est une maison d'édition que j'aimais beaucoup au départ. Bon, maintenant je trouve qu'il y a énormément de publications chaque mois et que ça part un petit peu dans tous les sens. Donc j'arrive pas à suivre et en plus il y a plein de choses qui m'intéressent pas du tout. Mais pour le coup j'ai quand même de bons souvenirs avec cette maison d'édition. Même de très bons souvenirs, j'ai vraiment lu des bons trucs chez eux, je me dis pourquoi pas.
Et en plus, alors là c'est complètement matérialiste, mais je trouve la couverture très jolie. Voilà, donc c'est un troc, j'avais envie de tenter, pourquoi pas. Le deuxième tome que j'ai troqué avec Mi-Ange Mi-Démon, c'est le suivant sur la liste de Manon Fargueton, chez Rajo Thriller. Donc cette auteure, j'en entends beaucoup parler ces derniers temps, elle vient de sortir un titre chez Brajlon, je ne me souviens plus du titre, j'ai la couverture en tête mais je me souviens plus du tout du titre, qui est un énorme coup de cœur pour énormément de gens. Les autres livres de Manon Fargueton ont très bonne presse, très bons avis sur internet, donc je suis curieuse, j'ai envie de découvrir cette jeune auteure. Et en plus elle sera aux Imaginales, donc je suis pas sûre d'avoir le temps de lire ce livre-là aux Imaginales, mais pourquoi pas. Donc c'est chez Rajo, c'est plutôt jeunesse a priori, et c'est plutôt thriller, puisque c'est dans la collection thriller. Je sais pas du tout de quoi ça parle, encore une fois. Donc je vais pas pouvoir vous le raconter, vous pourrez aller voir sur Google pour avoir la 4e de couverture si ça vous intéresse. J'ai accepté le troc un petit peu les yeux fermés, attirée par le nom de l'auteur, et puis parce que chez Rajo il y a pas mal de titres sympas, c'est plutôt de la qualité a priori, voilà, donc curieuse, je suis pas allée voir plus loin. Enfin, et c'est un petit peu bonus, au mois d'avril j'ai récupéré 3 livres dans le pilon de la bibliothèque. C'est un petit peu un des avantages de travailler en bibliothèque, c'est que quand les acquéreurs jettent des livres, désherbent les rayons, on est un petit peu les premiers à pouvoir se servir dans la caisse du pilon. Et j'aime bien me servir. Donc là j'ai pris que des livres d'art. Généralement de toute façon les seuls rayons qui m'intéressent c'est l'histoire de l'art, l'anglais, et puis les lettres. Mais globalement l'acquéreur de lettres ne désherbe pratiquement jamais, donc il n'y a aucun livre à récupérer. Donc aucune œuvre plus classique ou moderne. Et en anglais, malheureusement, il y a des titres qui sont super intéressants, mais généralement, le désherbage, c'est surtout sur les versions en VO. Et comme c'est des auteurs plutôt classiques, je pense pas avoir le niveau pour lire en VO. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. Je vois plein de jolis livres reliés en anglais qui passent, des trucs qui m'intéresseraient, mais je me dis c'est pas la peine de les mettre dans ma bibliothèque, je les lirai jamais. Peut-être que je les trouverai un jour traduits en français, mais c'est pas la peine de les prendre. De les prendre de la bouche de ces pauvres étudiants qui attendent le pilon impatiemment chaque vacances. Alors j'ai récupéré cette fois-ci 3 livres d'art. Le premier que j'ai pris c'est Les Pré-Raphaélites de 1848 à 1884, c'est chez Armand Collin et c'est par Daniel Bruckmüller-Jeanlot, je sais pas comment ça se dit. Donc j'adore les pré-raphaélites, c'est certainement les peintres que je préfère dans la peinture anglaise. Celui-là, c'est un des rares livres sur les pré-raphaélites traduit en français qui est sorti. Il est assez vieux quand même, mais bon, je me suis dit que ça pouvait être... ouais, 94, c'est un petit peu vieux quand même, mais que ça pouvait être intéressant d'avoir ça dans sa bibliothèque. Je sais pas quand je le lirai, mais... Enfin, j'aime bien avoir des ouvrages sur les pré-raphaélites, si un jour j'ai envie de piocher dedans. Je pense que celui-ci, ça pourrait être assez intéressant. Le problème de ces livres anciens d'art qui sont mis au pilon, c'est comme ils sont anciens, les images sont en noir et blanc, et c'est dommage pour des livres d'art. Mais voilà, il y en a déjà assez peu dans le livre, et ils sont tous en noir et blanc. C'est quand même dommage. Mais bon, c'est mieux que rien. Celui-là, j'ai vraiment hésité à le prendre aussi, c'est sur la peinture romantique anglaise et les pré-raphaélites. Et donc celui-là, en fait c'est un catalogue et c'est pareil, j'ai vraiment hésité à le prendre puisque tout est en noir et blanc, je me suis dit dommage. Mais l'intérêt de ce catalogue-là, c'est qu'il présente par ordre alphabétique les artistes du mouvement romantique anglais et des pré-raphaélites. Donc je trouve ça bien, le côté encyclopédie un petit peu avec les noms. Je vais pouvoir de mon côté moi faire des petites recherches sur internet pour voir les tableaux en couleur. Donc c'est plutôt très sympa. Enfin le dernier livre que j'ai pris au pilon et qui a toujours le code barre et la cote, j'ai pas réussi à décoller, en fait si je décolle ça arrache tout le... Voilà, donc il faudrait que je mette un coup de cutter, enfin bon j'ai pas eu le temps de le faire. C'est un livre sur les villes d'art célèbres, Nevers et Moulins. Et en fait je l'ai pris parce que je suis originaire de l'Allier, du Bourbonnais,
J'ai fait mes études au lycée Banville à Moulins. Nevers, c'est pas très loin de mon petit village d'origine. Donc j'aime bien avoir des livres sur les lieux où j'ai grandi. Je m'arrête là, c'est déjà hyper long comme d'habitude. J'avais que 16 livres à vous montrer, mais je parle tellement sur chacun d'entre eux que ça dure des plombs, je suis désolée. J'essaierai d'ici demain de vous faire un point lecture pour vous présenter les dernières lectures. Ça remonte à 2 ou 3 semaines je pense, donc il n'y en a pas énormément. J'essaierai de vous tourner ça demain, de monter ça dans les jours qui viennent pour pouvoir vous mettre ça en ligne peut-être jeudi prochain puisque c'est férié. Je profiterai peut-être pour faire les montages à ce moment-là. Voilà, en tout cas cette vidéo là sur la présentation de mes acquisitions, je vais essayer de mettre ça en ligne ce soir en essayant de couper, de raboter tout ce qui est inutile et à mon avis il y en a un paquet, comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo, un petit point lecture, et puis je vous souhaite évidemment d'excellentes lectures. Salut, bon week-end.